Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction avec la vidéo qui va pousser l'algorithme à mettre cette dernière en avant. Également, n'hésitez pas à vous-même prendre les devants en partageant celle-ci afin de la faire découvrir au plus grand nombre. Comme d'habitude, je vous encourage à la liker afin de là encore motiver la mise en avant de la dite vidéo. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Avant de commencer, petit ajout au montage, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne et l'aider à grandir, j'ai créé une page Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Bien entendu, c'est totalement facultatif et la chaîne restera gratuite pour vous, mais je m'étais dit que c'était peut-être un moyen utile pour faire progresser la chaîne de façon un peu plus rapide. Je tiens également à remercier les personnes qui ont déjà contribué à m'aider, dont je vous affiche le nom actuellement, car j'enregistre lorsque j'ai créé la page, et donc je n'ai pas encore la liste complète des personnes qui vont me donner. Sur ce, commençons véritablement la vidéo. Mesurer le temps de manière précise a semble-t-il toujours été une volonté de notre espèce. Rapidement, les cycles lunaires et solaires ont été utilisés pour mesurer les mois et les années passant, et les plus vieilles traces humaines de tentatives de calendrier datent d'il y a environ 40 000 ans avec l'os de l'Elombo, qui, avec ses 29 marques, est supposé être un calendrier lunaire rudimentaire. Mais si ce calendrier permet de savoir où l'on se trouve dans le mois en se référant à l'aspect de la Lune, un découpage plus fin au cours de la journée peut être des plus bénéfiques. Ce coup-ci, c'est l'astre du jour qui sera mis à contribution, puisque c'est l'ombre projetée d'un bâton, planté verticalement dans le sol, qui servira à marquer le passage du temps selon un découpage plus fin. Le fameux gnomon, et qui sera lui-même utilisé plus tard pour mesurer la taille de notre planète elle-même. L'inconvénient cependant d'un tel appareil est que la vitesse de déplacement de l'ombre varie au fil de l'année, en fonction des saisons et donc du parcours du soleil dans le ciel. Mais également, et surtout, que par temps nuageux, ou en pleine nuit, voire même en intérieur, il est parfaitement inutile. Malgré ces problèmes légers, le système sera quand même adopté, faute de mieux. Par contre, là encore, le problème est que les durées mesurées sont longues. En découpant la durée de la journée en 12 portions, on arrive à voir une durée plus ou moins égale à une heure s'écouler. Mais si l'on veut une durée plus petite, en ayant plus de précision, c'est vraiment pas l'outil idéal. C'est alors que va apparaître un autre système, ne se basant cette fois-ci absolument pas sur les astres, mais sur les propriétés physiques de la matière elle-même. Plus précisément, sur la mécanique des fluides, même si elle n'est pas du tout connue à l'époque. Bon, après tout, on n'a pas besoin de connaître une science pour pouvoir en utiliser les rudiments juste par la découverte et l'amélioration. C'est ainsi que vont voir le jour les clepsydres et les sabliers. Bon, c'est pas du tout parfait, mais on s'assure d'avoir toujours une durée équivalente entre toutes les fois où l'objet est utilisé. La clepsydre verra même son heure de gloire au moment de la naissance de la démocratie en Grèce, servant d'instrument de mesure pour assurer un temps de parole égal à tout le monde. Bon, on progresse, c'est vraiment de mieux en mieux. Mais le problème, c'est que ces deux outils ont des variations notables d'un exemplaire à l'autre. Bon, avec nos technologies modernes, on ne s'en rend plus trop compte, mais si vous prenez deux sabliers ou deux clepsydres identiques fabriqués à la main, les durées qu'elles vont mesurer ne sont pas exactement les mêmes. L'humanité va rester bloquée un bon moment là-dessus, déjà parce qu'aucune solution concrète n'est réellement trouvée, mais également car il n'y a pas besoin d'une mesure plus précise du temps. Et si le besoin n'est pas là, l'objet ne va pas être créé. En effet, on se fichait totalement que deux objets permettant de mesurer grosso modo 5 minutes, mesuraient en réalité pour l'un 4 minutes 40 et pour l'autre 5 minutes 8, parce que vraiment, il n'y avait pas besoin d'une telle précision. Et donc effectivement, sans le besoin, il n'y a pas d'énergie qui est mise pour améliorer la technologie. Le souci, c'est qu'avec l'avancée de l'astronomie au début de la Renaissance, mais également des voyages en bateau toujours plus lointains qui nécessitent des relevés astronomiques fiables et précis pour se repérer en mer, car oui, étrangement à l'époque il n'y avait pas du tout de GPS, le besoin d'avoir un appareil plus fiable dans la mesure du temps s'est fait rapidement sentir. Et la solution est venue d'un petit Italien de 19 piges qui va découvrir un phénomène intéressant. Ce jeune homme de 19 ans va plus tard se faire connaître comme étant un certain Galileo Galilei. Assistant à la procession dans la cathédrale de Pise en 1583, ce dernier s'intéresse aux oscillations des lustres suspendus au plafond, mais également aux brûleurs d'encens utilisés par les processionnaires durant la prière.
Tous ces objets ont des oscillations qui sont différentes, mais toutes sont régulières à leur façon et battent une fréquence qui leur est propre. Il va alors décider d'étudier les oscillations en construisant des balanciers tous basés sur le même principe, mais tous légèrement différents les uns des autres. À chaque fois, la construction est très simple, avec une tige pouvant osciller autour d'un axe et un poids à son extrémité. Tout va être testé pour essayer de dégager les paramètres importants. Faire varier les matériaux, la masse des poids, leur forme, la longueur de la tige, etc. Son résultat est très étonnant puisque la fréquence des oscillations qui est mesurée, tant que ces dernières restent faibles, semble ne pas du tout dépendre de tous ces paramètres, mais uniquement d'un seul et unique paramètre, la longueur du pendule. Très exactement, la racine carrée de la longueur du pendule, ce qui signifie que si la longueur de ce dernier est multipliée par 4, sa période d'oscillation ne sera elle multipliée que par 2. Plus bien sûr un facteur multiplicatif dont il ignore pour l'instant la nature. Au tout début, sa découverte semble ne pas intéresser grand monde, bien qu'elle reste une curiosité scientifique intéressante. Mais rapidement, cette découverte justement va trouver un intérêt tout particulier pour marquer le temps d'une manière bien plus technologique. Car en effet, à cette époque, l'horlogerie est en plein essor, non seulement pour tenter de toujours mieux marquer le temps qui passe, mais également car les horloges deviennent de véritables œuvres d'art, utilisées par les plus riches comme un vecteur permettant d'exhiber à la face du monde leur puissance et leur compte en banque bien garni en un seul objet. Et justement, les pendules sont extrêmement intéressants pour cette discipline en plein boom qui mélange à fond science et technique. Car si, à l'heure où tout devient électronique dans nos montres, nous avons perdu de vue l'importance d'avoir un moyen concret de marquer le temps, le pendule va lui devenir rapidement le moyen idéal de faire avancer à une fréquence régulière le mécanisme des horloges, avant que des moyens plus sophistiqués ne viennent le remplacer. Ça restera des pendules, mais ce sera principalement à base de ressorts. Presque un siècle plus tard, c'est le physicien néerlandais Christian Huygens qui va expliquer en détail le phénomène des oscillations régulières du pendule, montrant pourquoi la fréquence change légèrement avec l'amplitude de ces dernières. C'est-à-dire que les oscillations ne sont pas parfaitement isochrones. Il trouvera bien entendu l'origine du facteur multiplicatif dans cette loi des oscillations découverte avant lui par Galilée. Ce facteur étant lié à l'attraction gravitationnelle de notre planète, sa constante d'accélération de pesanteur y est donc logiquement impliquée. Ce qui veut dire, chose très intéressante, que si l'on prenait un pendule et qu'on le faisait osciller à la surface d'un autre astre que notre belle planète bleue, sa période d'oscillation serait d'autant plus grande que l'attraction gravitationnelle à la surface de cet astre serait petite. Enfin, puisque oscillation implique qu'il y a un tracé d'un plan de cercle, on a un inénarrable nombre pi qui se rajoute dans la partie. Bien entendu, toujours là sur les bons coups celui-ci. Huygens ira même plus loin dans son étude et découvrira un moyen de rendre ces oscillations parfaitement régulières, quelle que soit leur amplitude, les rendant alors finalement isochrones, ce que n'avait pas réussi à faire Galilée. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la découverte du jeune et fringant Galilée, dans la cathédrale de Pise, va grandement faire avancer les sciences, car en alliant un moyen fiable et peu onéreux de marquer le temps sur de petites durées, tout un pan de notre monde qui n'était que grossièrement étudié va pouvoir être scruté plus en profondeur. Avec cette loi des pendules, liant période d'oscillation, longueur du pendule, constante gravitationnelle terrestre et fameux nombre pi, les marques du temps vont prendre de l'essor dans des domaines très éloignés. Comme nous l'avons dit, l'horlogerie va pleinement profiter de cette découverte pour réussir à concevoir des mécanismes beaucoup plus précis et réguliers. Cette envolée soudaine de l'horlogerie va à son tour permettre des relevés astronomiques extrêmement précis et donc une compréhension très fine de la mécanique céleste et des lois qui régissent la vie des astres. Soudainement, on n'en est plus simplement à faire des relevés et à essayer d'en tirer des conclusions, on passe à une autre ère où on est capable de prédire ce qu'il va advenir dans le ciel dans les prochains mois. Bon, c'était déjà faisable en partie à l'époque, notamment avec les éclipses, mais on rentre dans une nouvelle ère où la précision est plus que décuplée. Et justement, dès que l'on parle astronomie, c'est génial parce que Galilée en est féru. Et justement, il va pouvoir directement profiter de ses travaux, puisque justement, l'amélioration de la précision de l'horlogerie va lui permettre de mesurer précisément les déplacements des gros satellites de Jupiter qu'il a lui-même découvert, que l'on va nommer
les satellites galiléens. Cette amélioration soudaine de l'astronomie, ainsi que les registres de position des astres qui sont établis et qui sont prédits également dans le temps, va permettre de mesurer avec précision la position que l'on a sur notre planète. Oui, parce que sans GPS, la seule solution qu'on a pour savoir où l'on est, c'est de regarder les astres et de calculer la position. Et justement, pouvoir connaître avec plus de précision sa position, ça va stimuler les différentes explorations maritimes pour trouver de nouvelles terres, permettant de découvrir les merveilles de notre monde, mais malheureusement également d'y perpétrer les pires atrocités. La médecine va elle aussi profiter de cette amélioration de la mesure du temps, puisque cela va lui permettre de mieux mesurer les battements cardiaques, alors qu'avant cette invention, les battements des malades étaient mesurés avec la très célèbre technique du doigt mouillé, en comparant simplement les battements du malade avec les battements du médecin. Décidément, c'est fou ce que la physique a permis comme avancée en médecine alors qu'elle était encore une science balbutiante. Plus tard également, la physique aidera une nouvelle fois la médecine en termes de circulation sanguine, puisqu'avec l'étude de la pression sera inventé le tensiomètre. Oui, c'est un peu l'instant autopromo, si jamais le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'histoire entourant la découverte des propriétés de la pression atmosphérique. Quoi qu'il en soit, cette découverte de la loi des balanciers, même si elle peut sembler totalement insignifiante au premier abord, est en réalité extrêmement importante puisqu'elle pave la voie à tout un tas de phénomènes physiques bien différents qui pourtant sont régis par le même principe d'oscillation. Mais ça, c'est une très longue histoire et une très longue liste de sujets qui auront certainement droit à leurs propres épisodes. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant la découverte des oscillations des pendules. Également, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça motive l'algorithme à mettre plus en avant cette dernière. Pas besoin d'écrire un roman, juste un petit mot ou un smiley, ça va suffire amplement. Je vous invite également très fortement à partager cette dernière avec un maximum de